Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue à ce premier numéro de Résonance qui a l'immense privilège de recevoir aujourd'hui celui qui n'est autre que le patron de l'administration publique. Le titre complet est très exactement vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Nous accueillons donc M. Jean-Pierre Liao. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Quel est le mot avec lequel vous allez définir votre parcours? Je choisirais plutôt, parce que vous en sollicitez un, la foi. Foi dans le sens de conviction. Sans la foi, je n'allais pas être ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est la foi qui m'a guidé, c'est la conviction qui m'a chevillé au corps depuis mon enfance. J'ai toujours cru en ce que je faisais. Et je pense que si on ne croit pas à ce que l'on fait, on ne peut pas évoluer dans la vie. Est-ce que vous croyez en l'administration publique? Je crois en l'État, je crois à mon pays, je crois que le meilleur est possible. Je crois qu'on peut avoir l'armée la plus forte en Afrique. Oui, je crois et je crois à cela. Je crois qu'on peut avoir une administration publique nouvelle, plus solide, qui soit véritablement, comme le souhaite le président de la République, à la hauteur de la grandeur de notre pays. Alors, ça fait 4 ans déjà que vous êtes aux manettes de la réforme de l'administration publique congolaise. Aujourd'hui, nous aimerions savoir quels seraient, d'après vous, les principaux axes stratégiques autour desquels cette réforme devrait s'articuler pour prendre en charge les défis de demain. Il y en a plusieurs, parce que nous repartons de rien. Nous sommes en train de bâtir une nouvelle administration publique sur le cendres du passé, n'ayons pas peur de nous. Il y a d'abord des piliers principaux, des objectifs globaux, qui sont l'amélioration du capital humain, la réorganisation de services publics, de l'administration, et l'amélioration de la qualité du service public en faveur de nos compatriotes. Ça nous ouvre le champ à plusieurs axes stratégiques qui partent d'abord de la maîtrise des effectifs, l'identification de qui est agent, qui ne l'est pas, maîtriser les effectifs. Aujourd'hui, nous avons des annuaires alphabétiques et numériques qui sont en train d'être publiés. Sur toute l'étendue du territoire national, il faut le préciser. Sur toute l'étendue du territoire national, on l'avait fait pour Kinshasa, pour le Grand Kassai, et nous le faisons par grands blocs provinciaux. Et nous sommes en train d'évoluer vers cette transformation numérique qui change complètement la donne dans le sens de l'amélioration ou disons la maîtrise de ces effectifs. Ensuite, il ne suffit pas seulement de maîtriser les chiffres. Faut-il encore aussi se doter d'un écosystème juridique qui nous permette de mieux gérer les choses et ne plus retomber dans le travers du passé. Nous essayons depuis 2 ans de refixer les cadres et les structures organiques assortis des référentiels des emplois avec des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Nous essayons aussi en même temps de refixer un nouveau cadre juridique, mais aussi d'actualiser les cadres réglementaires devenus totalement obsolètes. Nous sommes en train, toujours dans le volet amélioration du capital humain. C'est un projet pharaonique, il faut le reconnaître. Capital humain, essayer de mettre un accent particulier sur la formation. Nous allons évaluer les compétences des agents. Nous allons essayer de remettre avec beaucoup de force la cotation. Après évaluation des compétences, niveau 0, ça veut dire vous êtes déclaré inapte professionnellement, vous êtes écarté, tout simplement. Niveau moyen, vous allez voir vos compétences être renforcées, la formation continue. Et niveau top, ça vous ouvre les champs prioritairement à, bien sûr, l'avancement en grade. Ensuite, plus globalement,
évidemment, il y a l'amélioration des conditions socio-professionnelles, l'environnement, bien sûr, mais aussi une gestion beaucoup plus rationnelle, optimale de carrière, mais aussi la fatidique question de l'amélioration des conditions salariales. Là aussi, nous sommes en train de faire des efforts pour que les choses puissent avancer. Aujourd'hui, in concreto, si vous devez amener un véritable résultat par rapport à la réforme qui a été enclenchée au sein de l'administration publique, quelle serait, j'ai envie de dire, votre pièce maîtresse? Les centres, c'est la formation de l'homme qui doit incarner le service public, incarner l'État. N'est pas fonctionnaire qui veut. Seul le meilleur doit servir l'État. C'est pour cela que le président de la République nous a demandé, j'allais en venir, de rajeunir l'administration publique, mais que ces rajeunissements se fassent de manière qualitative et compétitive. Ça veut dire que le fils d'une femme vendeuse de braise doit avoir la même chance que l'enfant d'un ministre, d'un parlementaire ou d'un haut gradé de l'armée. C'est aussi ça, la République. Ensuite, il y a la simplification administrative et la lutte contre les tracasseries. Il faut que les gens puissent avoir un accès fluide aux services publics. Alors, nous sommes actuellement à l'École nationale d'administration, ça tombe bien dans le cadre de cet échange. Et cette école a à ce jour déjà recruté et formé près de 743 énarques, au cadre donc pour le compte de l'État. Et quelle est aujourd'hui sa place dans la dynamique de réforme entreprise au sein de l'administration publique? Pour avoir une administration publique de qualité, il faut d'abord avoir des fonctionnaires de qualité, qui soient bien formés. C'est pour cela que l'ENA joue un rôle central dans ce que nous sommes en train de déployer comme stratégie de redressement de notre appareil administratif. Et il faut déjà d'abord rentrer vers les fondamentaux de l'ENA. Pourquoi les objectifs de l'école? Pourquoi l'ENA a été créée? Et pourquoi, avec le président de la République, nous avons levé l'option de la redynamiser? On veut redynamiser l'ENA pour en faire un véritable vivier des fonctionnaires intègres, compétents et dévoués totalement au service de la République. Ce que nous voulons faire de l'ENA aujourd'hui. Et moi, je suis fier d'avoir aujourd'hui des jeunes qui sortent de l'ENA et qui sont d'une compétence exemplaire, extraordinaire, et qui font la différence. Le jour où, pour la toute première fois, j'étais à Bruxelles avec le groupe des énarques qui était parti en stage d'immersion, en stage professionnel d'immersion au niveau de différentes administrations et services belges, eh bien, j'étais fier. C'est là que j'avais compris que tout était possible et qu'il nous fallait tout juste essayer de faire en sorte que la conscience soit partagée par tous pour que les choses redeviennent dans notre pays comme avant. Alors, vous m'avez littéralement arraché les mots de la bouche. On a parlé donc des recrutements, mais on va également parler des effectifs. On dit souvent que l'administration congolaise est pléthorique. Ça, c'est une phrase qui revient pratiquement sur chaque table. Mais en même temps, certains parlent de véritables déserts administratifs à l'intérieur du pays. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Est-ce que c'est une question de préférence ou bien quelles sont les solutions aujourd'hui que vous pouvez être en mesure d'appliquer pour essayer de rétablir la balance? Parce que les chiffres sont absolument criants. On parle de pratiquement, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on parle de 17 pour 1000, donc 1,6 million de fonctionnaires civils pour 100 millions d'habitants. Si on parle de ces chiffres-là, ça veut dire que la RDC est en réalité sous-administrée. Donc, on ne peut pas alors, dans ce contexte-là, parler d'une administration pléthorique. Au fait, c'est une administration qui a connu un problème d'organisation et qui, du coup, est en train de se réorganiser. Nous faisons face à un problème de répartition des effectifs pour diverses raisons connues, en tout cas de tous, notamment liées à la précarité de la vie à l'intérieur du pays. Donc tout le monde veut rester à Kinshasa. Tout le monde veut rester non seulement à Kinshasa, mais au niveau de grandes villes. Ce qui crée effectivement des déserts administratifs au niveau de certains territoires
dans le Congo profond, où on peut effectivement arriver, par exemple sur le plan de santé, dans des hôpitaux où on ne trouve aucun médecin. Ce que nous allons faire, et ce que nous sommes en train de faire, c'est un plan de redéploiement des effectifs. Et à partir du 1er juillet prochain, nous allons présenter ces plans qui va permettre à ce que, avec le rééquilibrage de primes, notamment la prime des bourses, qui est légale, pour permettre à ceux qui seront à l'intérieur, ceux qui seront envoyés à l'intérieur, de pouvoir faire face à certaines difficultés et de les inciter en quelque sorte à accepter ces difficultés qui seront compensées par ces primes. Ça, c'est un dispositif provisoire en attendant évidemment le changement systémique qui va venir avec la nouvelle politique salariale qui est donc en élaboration, dont les travaux ont été, comme vous le savez, lancés par son Excellence Monsieur le Président de la République le 24 avril dernier. Nous savons qu'à ce jour, la représentation féminine dans la haute fonction publique demeure très faible. Alors, comment faire de la féminisation de l'administration un levier de performance et d'équité dans la réforme en cours? Il faut d'abord dire que nous sommes en train, depuis 3 ans, de déployer des efforts colossaux pour essayer d'inciter justement les femmes à s'intéresser à la fonction publique de leur pays. De plus en plus, je le vois, lorsqu'il y a de concours qui s'organisent, je vois beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes participer à ces concours. Ça m'encourage. Alors, comment relever le défi de l'attractivité face au secteur privé et aux institutions internationales? Je précise que vous-même, vous avez été un haut commis, vous avez travaillé à Genève notamment. Comment vous avez fait votre revirement et aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez convaincre ce jeune homme qui a une offre, par exemple pour aller rejoindre le HCR ou les Nations Unies ou une entreprise publique, de faire ce virage à 360 degrés? Dans le système de rémunération, chacun doit mériter son salaire. Et chacun doit bénéficier déjà de la considération. C'est très important. Quel que soit son rang, quel que soit son niveau, c'est le plus important. Les salaires ne vont jamais se valoir. Moi, je prends l'égalité, mais je ne suis pas pour l'égalitarisme. Il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des différences de primes. Mais chacun doit avoir droit au chapitre. Chacun doit avoir une petite place sous le soleil. Notre système, le système que nous avons trouvé, c'est un système d'exclusion. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que nous ayons une politique, comme l'a dit le président de la République, une politique salariale juste et équitable, faisant en sorte que les écarts salariaux soient réduits au maximum. Il faut vraiment faire en sorte que nous ayons un barème salarial général qui soit d'abord lisible par tous, transparent, qui touche quoi, que ça soit connu, mais aussi qui puisse supprimer des disparités choquantes et inacceptables au sein de l'administration publique de manière générale, au sein des services publics dans notre pays. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour votre apport et surtout pour ces différentes réponses. Merci pour cet échange qui, nous l'espérons, aura donc servi à éclairer la lanterne de l'ensemble de nos téléspectateurs sur aujourd'hui, j'ai envie de dire, la véritable portée de la réforme des services publics. Aujourd'hui donc, ça aura été avec un réel plaisir que vous aurez été des nôtres. Nous espérons que vous serez très nombreux. Encore une fois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous serez très nombreux à réagir à cette émission sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux évidemment, ainsi que sur YouTube, sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, ce sera donc avec un réel plaisir que nous allons vous retrouver pour le prochain numéro avec le prochain invité. Portez-vous bien.